Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Tout de suite, notre sommaire en images. Le son du clip Pendez les Blancs, on peut s'en passer, lui, même si on en parle beaucoup depuis hier. On s'arrêtera en revanche sur cette question. Le racisme anti-blanc n'est-il pas devenu une marque de fabrique d'une partie du rap français ? C'est d'un prétendu mépris de la province qu'il sera aussi question, celui dont les élus locaux accusent le gouvernement. À tort, à raison, le Premier ministre a lui tenté ce matin à Marseille d'expliquer aux représentants des régions qu'ils n'étaient pas maltraités par le gouvernement. Qui sera le prochain procureur de Paris ? Pour le moment, aucun des candidats ne satisfait Emmanuel Macron, qui l'a fait savoir, et il a été aussitôt soupçonné de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Enfin, l'Aquarius, la solution européenne trouvée mardi, est-elle la bonne ? N'est-ce au contraire qu'une solution de court terme ? Dites-nous ce que vous en pensez. Nous vous donnerons les résultats d'un sondage qui paraît demain dans le Figaro sur le sujet. Bonjour Lucille Schmitt. Bonjour Marie-Émilie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne, après avoir fait de la politique au Parti Socialiste, à Europe Écologie, Les Verts. Est-il besoin de vous présenter ? Vous êtes une habituée de Point de Vue. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour. Journaliste, analyste en politique publique. Vous collaborez à plusieurs think tanks, dont l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci d'être avec nous. Bonjour Cécile Crouzel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, chef adjointe du service macroéconomie France. Et bonjour Yvan Rioufol, éditorialiste, auteur du bloc-notes du vendredi. Bloc-notes qui, si je ne me trompe, s'intitule demain La victimisation, passeport pour le pouvoir. Et vous alertez sur le piège de la victimisation. On va en parler justement tout de suite avec cette affaire du clip Pendez les Blancs. Un clip aux paroles ultra-violentes qui a fait sortir de l'anonymat le dénommé Nick Conrad. Malgré le tollé, le rappeur se justifie partout en expliquant que tout cela n'est que de la fiction. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Alors, des morceaux de rap haineux, voire racistes, ça existe, on le sait. Faut-il être beaucoup plus vigilant face à ce racisme anti-blanc ? C'est en tout cas l'avis de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan qui est président de Debout la France et qui était ce matin sur Europe 1. On l'écoute. C'est le signe d'une dégradation très profonde des rapports sociaux dans notre pays. Ça fait des années que le racisme anti-blanc est nié et n'est pas puni comme l'autre racisme. Il y a un moment, notre société doit dire stop à ce déferlement de haine, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Si le Ku Klux Klan se promenait place de la Concorde, bien évidemment on réagirait. Donc moi je veux pas de Ku Klux Klan à l'envers. Lucille Schmitt, on va peut-être pas revenir sur le clip lui-même, la frontière entre liberté d'expression et incitation à la haine. En revanche, on a sous-estimé le racisme anti-blanc véhiculé par cette forme de rap. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on se mette à découper le racisme. C'est-à-dire que je crois que le racisme, il n'est ni anti-blanc ni anti-noir, il existe. Et il est une négation de la différence. Et donc moi, je m'élève contre ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Il n'y a pas de racisme anti-blanc et de racisme anti-noir. Il y a du racisme tout simplement. Et je crois que pour pouvoir le combattre, il faut garder des concepts, des mots qui en fait s'adressent à l'ensemble de la société française. C'est-à-dire que si maintenant on découpe le racisme par appartement et que ensuite on va en justice sur ce genre de concept, je crois que la République, elle va mal. Donc je crois que ça c'est un point qui est essentiel. Après, il y a la question de la violence de ces paroles qui ont d'ailleurs permis à un inconnu sans talent de devenir célèbre en un tournement. Et ça s'est passé grâce à des hommes politiques, plutôt des hommes que des femmes, si j'ai bien compris, qui lui ont donné une notoriété. Vous faites allusion à Bruno Retailleau notamment, qui oui, a effectivement été le premier à alerter sur, enfin l'un des premiers, en tout cas politique. Je fais allusion à Bruno Retailleau et je fais allusion à Nicolas Dupont-Aignan qu'on vient de voir. Et on a le sentiment... Mais il ne fallait pas, alors j'aimerais que Yvan Rioufol vous réponde, il ne fallait pas parler de ce clip ? Mais bien sûr que si. Attendez, juste un moment. Alors, précisez votre pensée, mais il va vous répondre. Préciser, ce que je pense, c'est qu'il y a des clips, il y a du rap qui est extrêmement talentueux, et qu'il se trouve que là, la classe politique, une certaine classe politique réagit avec beaucoup de virulence, sans connaître le rap. Et au fond, le danger par rapport à ça, c'est que ce soit la polémique quotidienne qui, à chaque fois, au fond, clive par rapport à des jeunes et des moins jeunes, par rapport à des noirs et des blancs. Et donc, je trouve cette polémique assez artificielle. Donc, vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont dénoncé ce clip ignoble sont les coupables. Il y a quand même là une inversion des priorités qui est tout à fait révélateur de ce qu'est aujourd'hui le politiquement correct et de ce qu'est la dénaturation de l'antiracisme. Parce que l'antiracisme, précisément, a fait évacuer toute perspective de mise en responsabilité des minorités quand elles-mêmes s'adonnaient à du racisme. C'est ainsi qu'on a fermé les yeux depuis les années 2000 sur l'antisémitisme des cités, sur le sexisme dans les cités, sur la violence dans les cités, sur le racisme anti-blanc dans les cités, naturellement.
Et donc, fin de découvrir aujourd'hui qu'il y avait tout cela dans le rap qui était un peu le vecteur identitaire, si je puis dire, de toute cette violence et de tout ce racisme concentré face auquel il était de bon ton de fermer les yeux au prétexte où c'était des minorités, donc des victimes. Et moi, je suis ravi de voir qu'enfin, aujourd'hui, on ouvre les yeux, mais il y avait déjà eu des rappeurs qui nous avaient déjà alertés. Je me souviens, par exemple, d'une interview de Doc Gynéco en 2007 qui nous disait que le rap était un vecteur de l'islamisation, un vecteur de l'islamisme. Il mettait même en alerte sur les paroles de Médine à l'époque, en 2007, en disant que Médine était un fauteur de guerre. On n'a pas voulu l'entendre, il s'est fait insulter à l'époque, souvenez-vous sans doute. Et on se rend compte aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a effectivement que l'antiracisme a produit du racisme. Voilà. Alors, d'un côté, Lucie nous dit pas de race, pas de compartimentalisation, je ne sais pas comment dire. Pas de découpe par appartement pas du de racisme. découpe. Vous vous dites le racisme anti-blanc, il existe. Yvan, Fergan Aziari, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Mais avant, je voudrais qu'on passe à l'écran les propos de Barbara Lefebvre. Barbara Lefebvre, c'est cette enseignante en histoire-géographie qui est proche, qui a coécrit Les territoires perdus de la République, qui donnait une interview ce matin au Figaro et qui disait « Nick Conrad et Dieudonné jouent les méchants provocateurs et de gentils icônes de la diversité répètent sur les plateaux télé que tout ça est regrettable, mais que c'est la faute aux discriminations et à la colonisation. » Oui, je comprends la nécessité aujourd'hui, effectivement, de s'attarder sur ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, même si, idéalement, je pense qu'effectivement, on ne devrait pas segmenter entre les différentes formes de racisme. C'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui, dans le discours, notamment d'une certaine gauche, d'entendre que le racisme serait le monopole d'une ethnie particulière et que par conséquent, il n'existerait pas de l'autre côté de la barrière ethnique. Or, aujourd'hui, on sait évidemment qu'aucune population, aucune catégorie de population n'a le monopole de la haine ni de la discrimination. Donc, sur ce sujet-là, effectivement, je pense que c'est normal d'en parler. Maintenant, moi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'essentialiser telle ou telle forme d'art, le rap, et de généraliser comme ça en disant que toute une catégorie serait le vecteur de l'islamisation ou d'une revendication identitaire. Il y a autant, dans un courant musical, il y a autant de tendances de prise de position que de rappeurs. Et je pense que généraliser ça, effectivement, un phénomène qui... moi, je ne connaissais pas le rappeur dont on parle aujourd'hui. Personne ne le connaissait. J'ai appris son existence hier en même temps que vous. Bon, d'un côté, il est sain, effectivement, qu'il y ait cette indignation, parce que, en admettant qu'il ne faille pas le condamner pénalement, juridiquement, c'est à la société civile, par la pression sociale, par l'indignation, effectivement, de sanctionner socialement tel ou tel propos inacceptable. Mais d'un autre côté, je me demande si, quelque part, le buzz n'était pas recherché. On en est, effectivement, c'est regrettable, à faire la promotion de quelqu'un, d'un type qui était insignifiant encore il y a quelques jours. Alors, en parler, pas en parler, Cécile ? Je suis un peu partagée entre les deux points de vue parce qu'effectivement, je pense que c'est quand même, on en parle parce que c'est révélateur d'un problème de société. Il y a quand même une montée une sorte de haine quand même en France entre différentes catégories. Je ne sais pas si haine, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y a beaucoup de tensions entre une certaine catégorie sociale, certaines voilà, en France, entre certains quartiers, etc. Il y a quand même beaucoup de tensions. J'ai l'impression qu'on est dans une société de plus en plus clivée. Donc, à la fois, ça a un écho parce que ça rejoint un phénomène de société profond. Je pense que c'est pour ça que ça a un écho. Et en même temps, effectivement, là, on met en avant, encore une fois, quelqu'un de médiocre, de haineux, et c'est lui qu'on met en avant et on ne met pas en avant peut-être d'autres personnes c'est mon côté peut-être un peu bisounours, mais des personnes qui œuvrent pour le bien, qui font des choses positives. Celles-là, on n'en parle jamais, on ne parle que des gens médiocres. C'est pour ça que je suis un peu balancée, quoi. Yvan, vous répondez à ça sur le côté. Il est révélateur de cet excès quand même que l'on a constaté à travers, naturellement pas tout le rap, je suis d'accord avec vous, faisons la différence, il y a du rap qui n'est pas violent, mais enfin le rap dont on parle, c'est le rap violent, c'est pour ça que je ne veux pas faire de généralisation. Le Figaro Vox avait fait, je vous coupe Yvan, alors ce n'est qu'une petite anthologie, entre guillemets, du rap anti-français, et je ne sais sans doute pas du tout représentatif, mais il y a quand même, c'est vrai, certain nombre de propos, alors j'en cite quelques-uns, ils ne méritent pas forcément d'être cités d'ailleurs, mais juste pour montrer que le groupe Sniper... C'est horriblement vulgaire en plus. Le groupe Sniper, faut que ça pète, frère, je lance un appel, on est là pour tous niquer la France aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible, leur laisser des traces et des séquelles avant de les crever, faut leur en faire baver, voilà la seule chose qu'ils ont mérité. Bon, alors le groupe Sniper, je ne connais pas la popularité du groupe Sniper, il y a tout ce qu'on... Il y en a comme ça, alors une dizaine, une vingtaine. Non, mais même
au-delà de ça, nous avons failli assister au Bataclan, au concert de ce rappeur qui s'appelle Medine, qui a fait un disque qui s'appelle Djihad, dont les paroles notamment appellent à crucifier les laïcards, donc avec un appel à la violence que l'on a voulu édulcorer en disant c'est de l'art, c'est du rap, c'est pas très grave. C'est la solution de le déprogrammer au Bataclan, mais il doit passer en concert dans une salle parisienne. Oui, mais qu'il passe en concert ailleurs, c'est très bien. Oui, mais alors, c'est parce que la solution est un peu hypocrite. Pourquoi le Bataclan est un tel symbole? Je suis contre interdire. Au Bataclan, c'était quand même une sorte vous voyez bien, le symbole que représente aujourd'hui le Bataclan, qui a été quand même le lieu du martyre des djihadistes, et d'y faire chanter quelqu'un qui chante l'ode du djihad. Il y avait là quand même, malgré tout, une incongruité pour le moins. J'emploie un mot faible. Mais c'est pour vous dire que nous ne sommes pas armés pour avoir l'esprit suffisamment critique sur ce que l'on a sous les yeux. Et nous avions sous les yeux avec Medine déjà un appel au djihad qu'on n'en a pas voulu voir. Et aujourd'hui, je me félicite, même si ce type en effet ne méritait pas d'être connu, je me félicite que l'on regarde enfin en face ce qu'est ce racisme anti-blanc qui est une réalité. Lucille Schmitt, sur le côté justement diffusion aussi de ce rap, la question du jour du Figaro est celle-ci. Faut-il infliger une amende aux plateformes numériques qui ont diffusé le clip de Nick Conrad? Vous êtes 90% à répondre sur le Figaro.fr que oui, il faut aussi punir les plateformes. Oui, et on le sait, ça a commencé, ça n'a pas été... Alors, Yvan ne dit pas... Non, mais allez-y. Lucille, vous répondez après Yvan. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que la liberté d'expression permet au contraire de regarder en face toutes les réalités. Parce qu'il n'y a rien de plus commode que d'interdire, d'occulter et de dire, ben non, il ne se passe rien, vous voyez, on n'entend rien. Si, il faut entendre, il faut monstrer, j'aime bien cette expression là, qui a été proposée par le sociologue Maffezoli, reprenant le vieux mot français de montrer, il faut montrer la réalité dans sa monstruosité. Et en l'occurrence, vous êtes pour une éventuelle condamnation par les tribunaux, mais alors, pas... que les tribunaux condamnent s'il y a des appels au meurtre, a priori, il semblerait qu'il y en ait quand même, là, pour cette fois-ci. Oui. Mais je pense qu'il faut laisser, avec toujours cette distinction qui sera compliquée, des avocats le disent. C'est à la justice de le dire, ce ne sont pas aux journalistes. Moi, je suis d'une position radicalement différente. Je pense que les plateformes ont évidemment une responsabilité et que la question de la diffusion et de l'ampleur, en fait, du phénomène, d'ailleurs, c'est comme ça que depuis que ça a été évoqué par un certain nombre de responsables politiques, c'est comme ça que ça a été visionné et revisionné. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à la façon dont on parle du rap. Je pense que ce qui est important face à des phénomènes qui sont des phénomènes de société, des phénomènes politiques, le rap, vous avez des débats où on vous demande si c'est la poésie du XXIe siècle et d'autres où on vous explique qu'en fait c'est quelque chose qui est un appel au meurtre. Donc on est dans une société où au fond on a sur le même sujet des débats radicalement différents selon les milieux où on en parle, selon la personne qui l'analyse, selon la génération aussi. Et ça, je pense que c'est une des difficultés pour faire fonctionner notre démocratie. Donc moi je trouve que avant de parler en général du rap, ce serait assez intéressant de pouvoir avoir des spécialistes qui nous disent un petit peu effectivement quel est le pourcentage, la proportion de ces appels au meurtre ou ces difficultés sur les paroles. Bon, je voudrais quand même parler de... Non, mais spécialiste pour un instant sur le... Il ne faut pas avoir des statistiques partout. Est-ce que je peux terminer ma phrase? On peut avoir aussi la latitude d'avoir envie d'écouter du rap qui soit pas du rap comme ce qu'on vient d'évoquer. Moi, j'aime écouter Maître Gims et Vianney. Je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être noir pour chanter du rap, ni d'être noir pour en écouter. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'il faut faire attention, nous aussi, dans nos analyses, à ne pas être raciste. Lucille, une question pour prolonger. Il y avait plusieurs reportages hier soir, évidemment, à Noisy-le-Grand, là où dont est originaire le rappeur, où il a tourné son clip. Oui, et honnêtement, dans la cité où il vit, les personnes interrogées, c'est encore une fois qu'un reportage, n'avaient aucun recul. Ils ne comprenaient pas trop où était le problème. C'était la plupart des jeunes interrogés. Donc, ça vient un petit peu... mettre un bémol à ce que vous dites, la façon dont c'est reçu est très premier degré quand même. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a un bémol aussi dès que vous parlez avec vos enfants adolescents. Enfin, il y a quelque chose sur des langages différents, la question effectivement de la prise de distance, mais non, c'est que ci, que ça. Et là, je suis d'accord avec Yvan Rioufol sur le fait qu'il faut qu'il y ait une autorité qui dise qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc la question de la justice, elle est importante, mais elle ne peut pas être chargé de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut évidemment aussi que les parents, que nous, comme élément de structuration de la société, on soit capable de dire non, il y a des mots qu'on n'emploie pas. Mais la justice, regarde s'exprimer sur ce côté. La justice a effectivement alpha mot d'affaire, mais est-ce que le mal ne sera pas fait, entre guillemets? Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de conférer un rôle à la justice, aux tribunaux dans la régulation de la liberté d'expression. Dans la régulation, de la liberté d'expression. Non, j'ai une vision très absolutiste, et je l'assume, de la liberté d'expression, et je pense que j'admire beaucoup les États-Unis pour ça, c'est-à-dire
C'est-à-dire c'est un pays où, effectivement, on a le droit de dire les choses les plus horribles, mais la contrepartie, c'est qu'il y a une société civile qui prend le relais, qui sert qui fait office de pression sociale à réguler la parole. Et je pense que moi, je n'ai nullement confiance ni aux législateurs, je ne fais pas confiance aux législateurs, ni à un magistrat pour nous dire ce qu'on a le droit de dire ou non. Je pense que c'est une affaire de régulation de la société civile. Ça nécessite quand même certains prérequis culturels. Est-ce qu'on les a en France ? C'est pas encore certain, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et je pense qu'il faut se débarrasser. C'est pas du ressort des tribunaux. Il faut condamner, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de confier ça aux tribunaux, parce qu'ensuite c'est la porte ouverte, et bien la judiciarisation de tout, à la censure. Et je pense que cette perspective-là est beaucoup plus dangereuse. Quelques réactions. Je vous redonne la parole dans un instant. Antimac, Pat, Guillaume nous ont rejoint. Antimac, les paroles du rappeur sont ignobles, et dire qu'il a dit que c'était des paroles d'amour. Je n'ai pas entendu dire que c'était des paroles d'amour. Pat, le buzz, c'est facile comme excuse. Et qui ajoute SOS Racisme a-t-il porté plainte ? Guillaume de Nantes, c'est notre internaute. Ayam a représenté un rap cool, tout comme MC Solar. Ce n'est pas la faute du rap, mais des auteurs des textes. Donc effectivement, et quand même, je vais vous dire une chose sur les États-Unis, c'est que la haine raciale y est très présente et qu'il y a des vrais sujets entre blancs et noirs, et que la société est peut-être très régulée, mais qu'en tout cas, la violence raciale y est à un niveau plus élevé qu'en France. Mais moi, je pense qu'il faut quand même, au-delà de ce débat-là, il faut comprendre quelles sont les racines de ces phénomènes. Les racines de ces phénomènes, c'est ce que l'on peut appeler le politiquement correct, c'est-à-dire cette victimisation systématique de toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques ou religieuses, et qui a fait qu'elles ont été envahies par un sentiment d'inatteignabilité, je ne retrouve pas le nom d'inatteignabilité, d'impunité, pardon, voilà, je comprenais d'un revers, c'est plus simple en effet, et en effet, et que la société a été en retour culpabilisée par le seul fait d'avoir à toucher, souvenez-vous le slogan de SOS Racisme, touche pas à mon pote, et il y a eu vraiment des effets pervers à travers ce slogan-là, qui a permis dans le fait à ces minorités de s'installer sans avoir à rendre compte de leur adhésion aux règles communes d'une république, et c'est un peu ce sont ces effets-là que l'on voit maintenant apparaître à travers cet obscurantisme qui était là dès le départ, que l'on observait, mais simplement les observateurs de cet obscurantisme étaient désignés comme étant des racistes, précisément parce que les minorités étaient des minorités ethniques. Donc on se mordait la queue, et aujourd'hui il est quand même il serait sain que l'on sorte de cet abrutissement du politiquement correct. Et pour ceux qui veulent prolonger votre réflexion, je vous conseille le bloc-notes d'Yvan demain dans le Figaro, en avant-première. Je vous propose maintenant de passer à notre deuxième thème, celui donc des régions, c'est mal aimé ou non. La calinothérapie d'Édouard Philippe aura-t-elle suffi à rassurer les élus locaux ? C'est pas évident. Le Premier ministre a prononcé un discours ce matin devant le Congrès des régions à Marseille. Il a regretté que le lien soit distendu entre Paris et les régions. On en a assez d'être considérés comme des ploucs de province, avait auparavant alerté Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qu'on va écouter. Il était hier sur France 2. On en a marre d'être considérés comme des imbéciles de seconde zone par ceux qui décident et qui dirigent à Paris. Alors, on est les ploucs de province, on est bon à rien, on n'y connaît rien, sauf que quand même sur nos territoires, que ce soit des maires, des élus départementaux, ça fait des années qu'on bosse, et c'est peut-être là, sur le terrain, qu'on peut le plus éviter que les fractures françaises ne s'aggravent. Le président de la République pense qu'il a raison tout seul, et qu'il peut tout diriger de Paris. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. La France, ce n'est pas une entreprise qui se dirige avec un conseil d'administration avec 15-20 personnes. Lucie Schmitt, l'opposition Paris-Province, le complexe d'infériorité de la province, les arguments ne sont pas un peu éculés quand même? Non, moi je trouve qu'il a raison, Xavier Bertrand. Il a raison, Xavier Bertrand. Et voilà, vous voyez, vous êtes surpris. C'est possible. Non, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que cette expression de plouc de province, au fond, je regardais il y a quelques années, on l'employait et lui-même le revendiquait, Xavier Bertrand. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une fierté aussi à être un plouc de province par rapport aux technocrates parisiens. Et que là, il y a quelque chose qui, en fait,
résonne fortement dans la société française. On est à un moment où la verticalité de Macron est dénoncée de toutes parts, y compris à Paris, par la maire de Paris, etc. Donc il y a à mon avis quelque chose qui est très bien vu en termes de communication. Après, il faudrait qu'il précise ce qu'il entend par là, et notamment ce qu'il propose d'autre que ce qui se passe au niveau de l'État. Donc le sujet, c'est pas seulement de s'accoler une étiquette qui semble de se victimiser, justement, comme disait Yvan Rieufol, pour ensuite devenir plus puissant. Parce que ça existe aussi avec Xavier Bertrand, pas seulement avec les jeunes des cités. Donc il dit ça pour dire, moi j'ai des idées, moi je suis proche de vous, moi je suis créatif, mais moi j'attends encore de savoir qu'est-ce qu'il propose au niveau de la politique budgétaire, de la façon dont on réforme en France. Justement, Cécile va peut-être nous éclairer là-dessus, parce que c'est beaucoup une question financière, cette grogne des provinces, des régions. Il y a un énorme, moi je trouve qu'il y a un énorme jeu de dupes là-dedans, quoi. C'est-à-dire que tout le monde joue son rôle avec un dessous d'État qui est un peu différent, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord l'effort financier qui est demandé, mais il est considérablement moindre que celui qui a été imposé par François Hollande, qui a carrément coupé dans l'argent que l'État verse aux collectivités. Et là, on leur demande de tenir leurs dépenses sous la hausse des dépenses, qui sont toujours prévues en hausse de 1,2% seulement par an. Donc il y a une espèce de posture totale, puisqu'en fait, pour le coup, le remède est beaucoup moins fort. Et même la Cour des comptes a dit... La purge est passée, et la Cour des comptes dit que par ailleurs... Même le remède imposé par Macron n'est pas assez fort sur ce point de vue-là. Et puis c'est assez comique parce que je croyais que Xavier Bertrand avait fait partie de LR qui demandait des suppressions de postes, des économies dans les dépenses publiques, etc. Donc là, une petite régulation, non, ça ne va plus du tout. Donc ok, je veux bien, parce qu'on parle dans le dur. Et ce qui est encore plus comique, c'est qu'ils se plaignent, mais la plupart des grandes collectivités ont signé ce pacte avec l'État prévoyant une hausse de 1,2% seulement des dépenses. Ils ont signé. Même François Baroin, qui est à la tribune, a signé pour 3. Donc, si vous voulez, il y a quand même une espèce de double jeu. Officiel, un discours de façade. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de discours de façade. Et le plouc de province, c'est un ressort français, Paris-Province. Moi, je viens de province. Je ne sais pas quoi en dire. C'est un espèce de truc qu'on entend depuis... Mal aimé au Figaro. Voilà, c'est un truc qu'on entend depuis un siècle, depuis 2 siècles. C'est habile comme argument. Puis ils se victimisent aussi. Voilà. Ça fait écho à une certaine... Justement, Yvan, vous qui êtes soucieux des deniers publics, a priori, après des années de gabegie, de dépassement dans tous sens, cette forme de jacobinisme et de reprise en main de l'État ne va-t-elle pas dans le bon sens ? Alors, il faudra avoir un raisonnement économique que je ne maîtrise pas, mais moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, Bertrand a raison de dire qu'ils sont considérés comme des ploucs pour 2 raisons. D'abord, parce qu'en effet, le Macron les considère comme des ploucs. D'ailleurs, son ministre de l'Intérieur lui avait reproché sa trop grande suffisance. Enfin, je ne sais plus quel était le mot qu'il avait employé. Et puis, surtout, les décisions qui ont été prises par le gouvernement très récemment sont des mauvaises manières. C'est-à-dire d'imposer, par exemple, 80 km/h à des départements qui auraient pu très bien le faire eux-mêmes, ils connaissaient mieux les routes également de venir contredire les décisions répétitives sur Notre-Dame-des-Landes de toutes ces autorités locales et d'imposer maintenant le refus d'un aéroport également a pu être mal compris. De la même manière, de priver les municipalités de la gestion de leurs propres impôts avec la suppression de la taxe d'habitation montre bien qu'il y a un éloignement. Donc malgré tout, je trouve que le procès qui est fait à ce gouvernement d'accentuer le centralisme qui est déjà vraiment une plaie, de mon point de vue, la France est le pays le plus centralisé, je crois, au monde, je pense, sous votre contrôle. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de raisons de dire qu'en effet, ceux qui habitent les provinciaux, dont je suis aussi, peuvent se sentir mal aimés. Ce que disait Cécile, quand même, c'était qu'il avait fallu un peu serrer la vis depuis Paris pour que les régions et les collectivités fassent des économies. J'entends bien ça, oui, c'est un contre-argument sur lequel je n'ai pas... Et que si on laisse... Je n'ai pas les éléments chiffrés, mais ils ont augmenté les impôts année après année, augmenté les dépenses. Là-dessus, vous avez raison. Mais là-dessus, vous avez certainement raison. Mais enfin, quand même, malgré tout, on reste dans ce gouvernement élitiste, technocratique, qui se renferme sur lui-même et qui fait sa faiblesse. Votre libéralisme vous porte dans quel sens ? Centralisation, décentralisation ? Girondin en ce qui me concerne. Pourtant, Girondin, je m'en doutais un peu. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on souscrit tous au constat, mais moi, je m'interroge quand même sur la sincérité de Xavier Bertrand, parce que le jacobinisme français, il ne date
pas d'Emmanuel Macron. Alors certes, effectivement, il a peut-être renforcé à sa manière la centralisation politique avec, on l'a entendu ici, des mesures comme le retrait de la taxe d'habitation. Mais enfin, il ne me semble pas avoir entendu la droite sous Sarkozy critiquer ce jacobinisme. Donc j'ai l'impression qu'on critique la centralisation quand ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. C'est quand même beaucoup ça. Et donc la sincérité voudrait qu'on remette complètement en cause le paradigme jacobin qui gangrène, à mon sens, la politique française. C'est, à mon avis, le principal frein à la compétitivité des services publics, à l'immobilisme aussi de la France. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à réformer, c'est parce que tout se décide à Paris, tout est sclérosé à partir de la capitale française. Et si on donnait davantage de pouvoir aux collectivités, avec néanmoins une contrepartie, c'est une plus grande responsabilité budgétaire et notamment une mutualisation des risques et des finances bien moindre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si l'État a un droit de regard sur ce que font les collectivités, c'est parce qu'on sait très bien que si elles dérivent, eh bien, c'est le contribuable national qui va renflouer. Donc la contrepartie de plus de compétences et de plus de pouvoir, c'est aussi une plus grande responsabilité dans la gestion et aussi dans la gestion des difficultés. Et ça, est-ce qu'ils sont prêts à l'assumer ? On n'est pas sûr. Quelques réactions sur ce sujet. Xavier Bertrand a peut-être raison, mais la décentralisation a aussi été facteur d'enlaidissement de nos campagnes et des abords des villes de province. Un vrai sujet, ça, je suis sûre qu'il vous tient à cœur les uns aux autres. Antimac, pourtant, la Constitution prévoit que les collectivités locales bénéficient d'une autonomie financière. Qu'en pensez-vous, Cécile? Alors, la libre administration, ça c'est vrai, mais c'est toujours, en France, on est toujours à mi-chemin, et je pense que c'est ce qui gangrène, c'est ça, c'est qu'on n'a pas fait un choix. À la fois, elles ont la libre administration, mais il y a entre 80 et 100 milliards d'euros de dotation de l'État versée à ces collectivités. Donc, soit on est réellement autonome et on gère ses impôts locaux, on gère ses dépenses, mais on n'a pas d'aide de l'État, quoi. Oui, donc, là, on est toujours dans un système mixte, et je pense que c'est ça qui crée le biais, c'est cette espèce de... On est responsable sans l'être. La seule collectivité qui soit vraiment indépendante, c'est la Nouvelle-Calédonie qui peut garder ses impôts. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que la décentralisation a été gérée en France avec une culture présidentielle qui restait là, et qu'au fond, chaque président de région, par exemple, est devenu président dans sa propre région. On a toute une série de présidents et on n'a pas réfléchi, notamment quand on parle collectivité, à l'articulation entre les différents niveaux. On a même multiplié les niveaux. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même une source de dépenses de fonctionnement qui est très élevée dans les collectivités locales. Et ça, c'est payé par les contribuables, c'est payé par nous. Et on parle sans cesse de rationalisation des dépenses de l'État, mais la question de la rationalisation des dépenses publiques au niveau territorial, des dépenses de personnel, notamment, est un vrai sujet. Alors, justement, le Figaro Économie parlait ce matin des fonctionnaires territoriaux. Dans une page dont vous occupez, Cécile. On l'a vu, c'est quoi notamment le temps de travail? C'est le gros point de friction. Il y a un gros point de friction sur le temps de travail. On le sait depuis un rapport de Philippe Laurent, qui a pourtant c'est le maire de Sceaux, donc c'est pas un anti-élu local du tout, et qui a fait un rapport montrant que les fonctionnaires locaux travaillent moins que les 35 heures. Voilà. Donc la Cour des comptes l'a confirmé. Il y a une collectivité sur 5 qui respecte les 35 heures. Donc il y a vraiment beaucoup de dérives par clientélisme. C'est des petits barons locaux. Enfin, je suis un peu méchante quand je dis ça. Tous ne sont pas comme ça, mais il y a eu de ça. Il y a une part et puis il y a un empilement d'échelons. Il y a l'État qui fait mal. L'État a resté aussi, malgré tout, a voulu garder des antennes qui se dédoublent, ces antennes, du coup, elles servent souvent à faire la norme. Est-ce qu'on va arriver à mettre tout le monde, à faire passer tout le monde aux 35 heures là, ils essayent. En tout cas, on peut leur savoir supprimant les particularismes. Mais j'ai vu que dans l'article, on gardait les journées du maire. Oui, alors non, mais ils vont quand même serrer la vis. Ils interdisent maintenant les accords dérogatoires. Ceux datant de 2001 qui étaient dérogatoires, ils les interdisent. Donc là, ils font quand même un gros pas en avant. Ils veulent aussi harmoniser toutes les règles de congés spéciaux, maternité, paternité, décès, etc., dans toute la fonction publique pour éviter aussi les dérives. Là, je pense qu'il faut quand même... d'État et territorial. Je pense que là, ils font quand même un boulot un travail qui est de gendarme qui n'est pas très facile à faire et qui s'y attaque. Je sais qu'il ne rapportera pas forcément des voix. Et par ailleurs, le précédent gouvernement avait aussi un peu essayé, en faisant passer, c'est quand même assez drôle, l'ancienne ministre, une circulaire demandant d'appliquer les règles du temps de travail, d'absence, etc. Et il faut savoir cette circulaire et la réunion a été boycottée par les syndicats. C'est quand même un peu incroyable. Il y a quand même une chose qu'on doit dire, c'est que par exemple la circulation entre les deux fonctions publiques, entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale est extrêmement difficile, pratiquement nulle. Et on n'arrête pas de nous parler de rationalisation, mais pour commencer, il faudrait peut-être imaginer qu'il puisse y avoir des carrières qui se mettent en place, alors qu'aujourd'hui les services de l'État déconcentrés, comme on dit, viennent souvent doublonner sur ce que font
ce que font les services des collectivités locales. Et puis juste une petite chose pour terminer, la question des dépenses sociales me semble quand même être un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les départements qui assument la très grande majorité des dépenses sociales. Là, il y a un vrai sujet, puisque Macron considère que c'est pognon de dingue, et en même temps, c'est la responsabilité des départements. Donc, qu'est-ce qui peut se passer sur ce champ, alors même que la question de la pauvreté, la question de la montée des inégalités est très forte. Je crois qu'il faut raisonner sur deux champs, une rationalisation de fonctionnement, ça me semble très clair, mais arrêter au niveau des collectivités locales de ménager les personnels et compagnie, parce qu'au fond, c'est du clientélisme électoral, et regarder les fonctions qu'il faut assurer pour que la société française continue à tenir ensemble. Et l'on nous dit l'autonomie des régions est le début de l'Europe fédérale des régions, donc la fin de la France, c'est inacceptable. Ça, c'est la grande question, retour vers les lois de décentralisation. Et Pat, depuis des années, l'État jette des milliards pour les banlieues et pour nous, rien dans nos campagnes. Je dirais pas ça. S'il modère un peu le propos. Non, il y a pas mal d'argent qui partent malgré tout sur les campagnes par les dotations. Aussi. Les dotations sont réparties. En même temps, il me semble que l'État n'est pas le mieux placé pour donner des leçons de bonne gestion aux régions quand on sait à quel point l'État est incapable de se réformer. C'est un autre sujet, mais enfin, c'est quand même un petit peu le même sujet aussi. Et moi, il me semble que l'histoire va de plus en plus vers une gérondisation, vers une décentralisation. Or là, à force de vouloir se croire exemplaire, ce qu'il n'est pas, l'État va, me semble-t-il, à contre-courant de l'histoire. Mais enfin, bon, c'est... Alors, on vous demandait sur Twitter, le gouvernement a-t-il du dédain pour les collectivités territoriales? Vous êtes 69% à dire que oui. On passe à notre... Alors là, c'est notre troisième sujet, c'est Paris. C'est le poste de procureur de Paris qui est en jeu. C'est l'un des plus exposés aussi, on le sait, notamment depuis les attentats terroristes. Il va bientôt être vacant. Son titulaire, François Bollins, part à la Cour de cassation. Alors, avant de nommer son successeur, l'Élysée et Matignon prennent leur temps pour choisir le bon candidat, le bon profil, ce qui exaspère les syndicats de magistrats qui crient à l'ingérence du politique dans la justice et qui a également fait réagir Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Il est dans cette volonté d'imposer sur la justice des amis et des hommes de confiance. Il a récusé le procureur de Lyon, qui était unanimement estimé et reconnu pour ses compétences. C'est extrêmement grave, surtout que ces considérations bassement politiciennes entravent l'intérêt général, notamment en matière de protection des Français, puisque là, il s'agit de lutter contre le terrorisme. Alors, la nomination des procureurs, Éric Ciotti d'ailleurs qui parle du procureur de Lyon, en termes très élogieux, ça peut être savoureux parce qu'il est plutôt étiqueté à gauche à l'origine, mais bon, passons sur les procureurs. Alors, est-ce qu'il y a scandale ou pas, Lucille Schmitt, et l'Élysée et Matignon ne font-ils pas ouvertement ce qu'on a fait pendant des années discrètement ? Je suis assez d'accord avec ce point de vue. Après, là, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il y a quand même les 3 noms proposés qui ont été biffés, donc ça va loin. C'est-à-dire que on a l'impression que les choses se faisaient effectivement assez hypocritement, qu'il y avait des choix qui étaient en fait des choix politiques. Ça, sur les procureurs, c'est clair. Après, sur le parquet, quoi. Après, la question, c'est que là, récuser 3 noms sur 3, ça fait quand même beaucoup, et on a le sentiment qu'il y a une sorte d'accentuation de ce contrôle. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Après, j'entendais les syndicats de magistrats ne sont pas contents, etc. Sans doute, mais enfin, la question, c'est de nommer une personne compétente et le sujet n'est pas le corporatisme des magistrats. Mais Macron, ça tombe mal pour lui, parce que, comme en ce moment, comme on vient de le dire, il est de toutes parts accusé d'être autoritaire, vertical, et que les signaux se multiplient depuis l'affaire Benalla, c'est en quelque sorte un indice de plus vers ce côté verticalité. Ce pouvoir vertical et inefficace, parce que je pense que si ça se passait bien, à mon avis, il y aurait moins de réactions. Et je trouve que, juste pour dire un mot, Éric Ciotti, c'est quand même le bal des faux culs, là encore. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la droite comme la gauche ont toujours pratiqué des nominations en regardant qui étaient les noms. C'était pour Yvan, parce qu'effectivement, la droite peut paraître un peu gênée aux entournures, parce qu'elle n'a jamais défendu l'indépendance du parquet, et elle a toujours estimé qu'il fallait maintenir le cordon ombilical, c'est le terme. Oui, en effet, la droite fait la même chose, mais de toute façon, les institutions ont fait en sorte que nous n'avons pas de pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. C'est-à-dire que c'est une autorité qui est sous le lien hiérarchique continu du pouvoir exécutif. Donc il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Il n'y en a pas non plus d'ailleurs entre l'exécutif et le législatif, parce qu'on a bien vu lors de l'affaire Benalla que les commissions d'enquête répondaient aussi aux ordres de l'Élysée. Entre
parenthèses, c'est d'ailleurs une construction qui devient un peu problématique quand la France se permet de donner des leçons de constitutionnalité à la Pologne, par exemple, qui est suspectée de mettre également sa justice sous surveillance. On ferait mieux de regarder nos propres problèmes. Maintenant, si l'on veut une justice, on sait très bien la solution, si on veut une justice qui soit indépendante, il faut élire les juges, comme aux États-Unis. Donc c'est un autre système. À partir de là, en effet, je vous rejoins en disant que Macron abuse malgré tout de son autoritarisme en montrant qu'il se défie de tout le monde, et y compris maintenant de son entourage proche, et singulièrement de la garde des Sceaux, ce qui doit être assez désagréable pour elle, comme ça a été désagréable pour le ministre de l'Intérieur. Donc je vois, moi, une sorte de citadelle de plus en plus assiégée au cœur de l'Élysée même, mais pour le reste, cela ne me choque pas plus que ça, sinon que l'Élysée ferait mieux de s'épargner de donner des leçons, alors que lui-même en fait autant, et en fait même pire, parce que non seulement il y a ces liens-là, mais il y a également des liens entre l'Élysée maintenant et les médias, puisqu'on a entendu la ministre de la Communication, de la ministre de la Culture, Mme Nyssen, enjoindre aux télévisions publiques je reprends son terme tout à l'heure, de changer les mentalités sur le terrain. Et donc, si vous additionnez tout ça, vous dites quand même que ça commence à faire beaucoup. Fergat, je voudrais vous entraîner sur un autre terrain, c'est celui de la communication. On l'a connu, François Molins, on l'a vu souvent dans ses points de presse qu'il faisait de façon... Est-ce que la justice doit savoir communiquer comme l'a fait François Molins au moment des attentats, où il arrivait quand même à la fois rassurer, expliquer... Moi, je me méfie quand même de cette tendance à vouloir un peu trop peut-être politiser justement le visage de la justice et la fonction de procureur. Alors, vous me direz, c'est difficile, effectivement, ce sont des fonctions qui sont très liées à l'exécutif. Et c'est une question intéressante en termes de philosophie politique, comment on organise la séparation des pouvoirs, parce qu'effectivement, on a, dans un système où on considère effectivement que l'acte d'enquêter, d'instruire des dossiers doit relever un monopole de l'État, donc forcément il y a un lien de subordination inévitable entre la fonction de procureur et l'exécutif. Alors l'alternative effectivement serait peut-être de s'inspirer de ce qui se fait dans le modèle anglo-saxon. Je doute que cette solution vraiment transportable, soit. Mais bon, c'est un débat intéressant. Je pense que on n'aura jamais de solution pleinement satisfaisante, à mon avis, pour ce qui est encore une fois des fonctions de procureur. Alors après, je sais que dans les régimes anglo-saxons, on a tendance parfois à privatiser aussi la fonction de procureur. En Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni, il est beaucoup plus facile pour les individus, pour les communautés qui sont victimes d'actes criminels, de solliciter, de faire le travail, entre guillemets, de solliciter des actes de procureurs privés qui enquêtent. Bon, c'est un modèle anglo-saxon qui est complètement différent de notre culture juridique française. Mais l'idée que la justice soit politisée, c'est aussi prendre le risque qu'elle obéisse aux pulsions, aux émotions des masses. Et moi, j'ai vraiment, dans l'idéal, envie d'une justice la plus froide, la plus impartiale possible. Et donc la moins personnalisée possible. Parce que vous n'avez pas du tout répondu à ma question sur François Molins. Peut-être que Cécile, ça vous a inspiré. Je ne sais pas si vous avez découvert un peu à l'occasion justement des attentats et de ce visage. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'on personnalise aussi la justice comme on a tendance un peu à le faire? Moi je trouvais que c'était plutôt une bonne chose dans ce contexte-là. Ça avait un côté assez rassurant. Et de toute façon, cette personnalisation de la justice et cette tarification de certains juges, elle date des années 80-90. Enfin, elle n'est pas du tout elle est nouvelle. un peu moins forte aujourd'hui. Elle est même peut-être moins forte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'elle ne l'a été. Les juges stars, c'était les juges d'instruction qui étaient. Oui, qui étaient stars. Après, sur le fond du dossier, on serait bien incapable de citer, à part ceux qu'on a déjà connus, comme Van Ruynbeck. C'est vrai, c'est moins. Les juges antiterroristes, comme Trévidic. Oui, voilà, mais qui n'est plus l'antiterrorisme. Et pour le reste, c'est les institutions françaises qui sont comme ça. Donc après, on change de système, mais c'est un autre débat. Quelques réactions, si vous voulez, bien sûr, ce sujet anti-Mac, l'histoire du procureur de Paris, c'est une nouvelle macronerie. Le terme est appelé peut-être à prospérer. Solis, le nouveau monde ressemble diablement à l'ancien. Et Antimac qui poursuit, pourquoi n'aurions-nous pas un pouvoir judiciaire comme aux États-Unis? Vaste question qui prendrait peut-être beaucoup de temps, mais enfin on l'a évoqué, hein, le système, d'abord vous l'avez bien résumé Yvan, et puis le système n'est forcément pas transposable. Blueberry Cake, il faut élire les juges, si on les élisait, ils ne seraient pas aussi laxistes. Alors décidément, la justice américaine inspire beaucoup nos... Oui, mais en même temps, élire des juges,
ça revient à ce que politiser, à politiser, puis à ouais. mettre les juges sous la pression d'une opinion aussi, malgré tout. Ouais. Donc, Ça je dépend suis des pas- conditions d'une élection, parce que quand on voit C'est dans quelles un- conditions ils c'est sont un- élus, c'est un moi vrai- je ne c'est un crois vrai pas du débat. tout que ça garantisse leur compétence et leur indépendance. Et l'on ça nous va. dit la Possible. justice est complètement politisée et anti-Mac dit, Macron avait déjà 3 noms, ce qu'on a évoqué effectivement, pourquoi les récuser tous les 3 ? Eh ben, si on a compris en tout cas le message officiel, c'était de dire qu'il fallait encore des profils, de renouveau des profils, que les 3 étaient trop, déjà c'était carrière et un aboutissement de carrière, en tout cas c'est l'explication qui a été donnée. Le 4e sujet, on va parler de l'Aquarius. Alors 48 heures ont passé et l'attention s'est détournée de l'Aquarius. Une solution européenne a bien été trouvée pour ces 58 passagers, dont 18 doivent arriver en France, les autres étant répartis entre l'Espagne et le Portugal. Mais cette gestion au coup par coup peut-elle suffire ? Au prochain bateau de migrants, la polémique rebondira sans doute. Alors voici comment Emmanuel Macron a justifié cette politique. C'était mardi soir en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Qui existe aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Yvan, sur ce point, vous donnez le point à Emmanuel Macron ? Oui. Oui. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas tellement lui qui parle, ce sont les populistes qu'il a derrière et qui l'intiment en fait de changer de politique, parce que le macronisme, lui, s'ouvrirait bien volontiers, d'ailleurs il l'a théorisé, il s'ouvrirait bien volontiers au nom des droits de l'homme, de la non-discrimination et tout ce que vous voulez, à ces migrants-là. Et c'est vrai que dans le fond, ces migrants-là, ça ne représente qu'une 50aine de personnes, ce qui est absolument rien. Donc on est dans le symbole, et il est également, c'est la pression symbolique de ce vote populaire qui ne veut plus entendre parler de cette immigration qui fait... En plus, qui s'introduit en Europe à travers une sorte de chantage au bon sentiment auquel se prête l'Aquarius, enfin, et certaines organisations humanitaires qui jouent un jeu très ambigu entre les passeurs et eux-mêmes en facilitant leur travail. Donc tout ceci maintenant est devenu assez irritant et moi je me félicite en effet d'entendre ce gouvernement qui était quand même assez réceptif aux arguments qui tendaient à vouloir accueillir tout le monde, se raidir, et en tout cas se raidir sous la pression de l'opinion, mais se raidir quand même. Lucille Schmitt, vous le répondez à Yvan, et plus généralement, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire qu'un accueil massif, ça fait monter le populisme et que c'est plus possible ? Je crois que ce qui est compliqué avec Emmanuel Macron, c'est que comme l'ensemble des chefs d'État en Europe, qu'ils soient populistes ou se disent progressistes, ils sont en réaction par rapport à une situation qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et pour l'instant, ils sont face à des bateaux où il y a beaucoup moins... Par exemple, on est au niveau de migrants de 2012. Donc on n'est plus dans la crise migratoire, dans son caractère aigu, à laquelle, par exemple, Angela Merkel avait réagi en accueillant des centaines de milliers de migrants. Et le fait qu'elle se trouve aujourd'hui en situation difficile est sans doute lié au fait qu'elle a accueilli beaucoup de migrants. Donc moi, je ne suis pas en train de nier la réalité. Simplement, ce que je constate, c'est qu'en politique, lorsqu'on se dit progressiste, on doit aller à l'offensive. Et je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron soit à l'offensive sur ce sujet. Je pense que chaque arrivée de bateau se traduit par des négociations ridicules, parce que c'est 50 personnes, 60 personnes en ce moment, ou 100 personnes. Et à chaque fois, il faut les répartir entre 3 à 4 pays. Et à chaque fois, on a droit à un très grand discours ampoulé nous disant que c'est merveilleux et qu'il y a eu un partage des responsabilités entre pays européens. Et de plus en plus, quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, on voit que c'est une langue de bois. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on entre de nouveau dans la réalité par rapport à ce qui se passe en Méditerranée. Et donc, il faut évidemment aller voir du côté des pays d'où viennent les migrants. Moi, je regardais par exemple ce qui s'est passé au Maroc, puisque vous savez que c'est les gardes-côtes marocains qui ont tué une Marocaine de 22 ans. Eh bien, il y a eu un espèce d'immense débat qui a commencé à apparaître au Maroc parce que c'est des Marocains qui ont tué une Marocaine. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique, du côté de ces pays d'où viennent les migrants, sur l'idée de comment est-ce qu'on fait pour arrêter une situation où, au fond, ce sont des gens de chez nous qui meurent. L'Europe, visiblement, ne pourra pas les accueillir. Donc, moi, je trouve qu'il faut reprendre l'offensive. Et je trouve que le discours d'Emmanuel Macron sur la protection, je le trouve assez faible. Je pense qu'il est temps qu'ils disent l'Europe, ça ne fonctionne pas, voilà ce que je propose, etc. etc. Et pas seulement Dublin 2, qui est un truc incompréhensible pour les sociétés. Il n'a pas la solution, tout simplement. Oui, mais il n'a qu'à proposer quelque chose. chose. Il est créatif. Je crois qu'il se dit créatif en politique. Oui. Alors, mauvaise solution, situation d'urgence qu'il faut bien gérer dans l'urgence, Fergan, ou, il faut, comme le dit Lucille, il faut reprendre le problème à la base et ne pas se laisser comme ça gouverner par
les sondages? Je pense que Résumé. accueillir les bateaux, moi je suis pour de manière générale la libre circulation des personnes et effectivement Mais ça va jusqu'où? Parce que ça veut dire comme si c'était une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi ce qui me frappe avec le continent européen, c'est qu'on est face à 58 personnes sur un continent de 500 millions d'habitants et on panique sur notre incapacité effectivement à gérer ces flux de personnes. Moi, je reprends l'histoire des migrations en Occident, et notamment dans un grand pays comme les États-Unis, où on a connu des vagues migratoires qui étaient beaucoup plus puissantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'on n'interroge jamais, c'est quelles sont les conditions institutionnelles qui font qu'on arrive à absorber plus facilement des flux de migrants à telle ou telle époque. Aux États-Unis, on a connu des vagues de migration au 19e, au 20e siècle, de populations de plein de régions, de plein de cultures différentes. C'est un pays qui a réussi à assimiler sa population parce qu'il y avait des institutions beaucoup plus flexibles, beaucoup plus ouvertes, un marché du travail, une économie beaucoup plus ouverte qui permettait aux individus qui arrivaient sur le continent américain de s'insérer dans la société beaucoup plus facilement. En Europe, on est empêtré dans des institutions rigides, des États-providence qui excluent, qui rendent l'accès au marché du travail compliqué. Du coup, toutes ces rigidités font qu'effectivement, quand il y a 100 personnes qui arrivent, on ne sait plus comment les intégrer, on ne sait plus comment les inclure. Alors, moi, je pense que la question, elle est beaucoup plus institutionnelle. Ou Cécile, On n'a pas du tout la même histoire que celle des États-Unis. La comparaison ne vaut pas, parce que les États-Unis se sont construits sur une immigration. L'Europe, c'est une vieille Europe qui, naturellement, s'est construite sur une immigration intra-européenne, bien sûr. Il y a eu des passages entre les Italiens et les Français, etc. On a eu nos rois et nos reines qui ont été allemands, italiens, etc. Ça n'a posé de problème à personne. Mais aujourd'hui, c'est une civilisation, c'est une immigration de civilisation qui pose problème. Et d'ailleurs, et vous voyez bien que quand Valence, par exemple, en Espagne, le port de Valence a accueilli les bras ouverts l'Aquarius, justement, c'était l'Aquarius, il y a 2 ou 3 mois, immédiatement, il y a eu un flux de clandestins qui sont passés par-dessus les barrières de Ceuta dans le territoire marocain, d'une manière très agressive, avec des agressions contre les gardes, les militaires espagnols, avec des vraies scènes, des vraies scènes d'invasion cette fois-ci. Et vous remarquerez que maintenant, on n'entend plus parler des appels de Valence à vouloir accueillir à nouveau l'Aquarius, alors qu'il n'avait pris que 200 personnes de mémoire. Donc, ce sont des appels d'air. L'Espagne en a de nouveau accueilli. Oui, d'accord, mais quand vous dites 50 personnes, je suis bien d'accord avec vous, c'est absolument dérisoire, mais c'est encore une fois, ce sont des symboles qui sont lancés précisément à ceux qui sont candidats au départ et qui voient nos faiblesses ou nos rigidités. Donc, il faut mieux faire faut mieux envoyer comme message un message de rigidité et de fermeté plutôt qu'un message de faiblesse. C'est l'analyse qu'a dû faire Macron, j'imagine. Ce qui me frappe, moi, je ne suis pas une grande spécialiste, mais en tout cas, ce qui me frappe dans les migrations, je pense qu'elles vont durer vu l'écart démographique entre l'Afrique et l'Europe. Il y a quand même un sujet là important. Et je suis assez d'accord, ce qui est dit, c'est que comme le niveau de vie s'accroît en Afrique subsaharienne, ça va plutôt tendance à accroître la migration, parce que les gens vont avoir le moyen de partir. Ça, c'est assez évident. Après, je pense que là où c'est très difficile pour l'Europe, et moi, je n'ai pas la solution, c'est qu'on arrive... Elle se produit à un moment où il y a une crise aussi de la civilisation européenne, où des choses ont changé. C'était l'Europe en 1950, avec une société qui était plus patriarcale, c'est un fait, où les familles ne divorçaient pas, où le catholicisme, le protestantisme était prégnant, et où les gens pratiquaient une religion aujourd'hui énormément datée. C'est des changements majeurs de société. Et dans une société qui est en plein bouleversement, qui est en pleine crise d'identité, au sens vraiment profond, et même sans immigrés, elle aurait été en crise d'identité là-dessus, arrive par-dessus une population qui vient d'une civilisation différente, donc forcément ça crée beaucoup de difficultés. Mais si on était une société, j'imagine, dans une autre phase, avec une identité beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus stable, avec moins de crises, crise au sens vraiment propre du terme de changement, ce serait très différent en fait. Nous pourrions accepter une immigration si nous n'étions pas nous-mêmes si nous ne doutions pas nous-mêmes de ce que nous sommes. C'est un peu... Mais je voudrais dire une chose factuelle, c'est que de toute façon, nous n'empêchons pas la migration. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'elle se produit, que Macron parle ou pas à l'ONU, elle se produit, elle est due à des facteurs de plus en plus multiples. Par exemple, il y a une migration climatique qui est énorme et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça la vérité, c'est qu'en ayant peur de la migration, nous avons peur de l'avenir. Et en même temps, nous ne pouvons rien faire contre le fait que les migrants vont continuer et que la migration va plutôt se développer. On peut faire. À partir du moment où vous donnez des signaux comme l'Australie a dit on ne passe pas, l'immigration ne passe plus.
Très bien. Donc, mais je ne crois pas que nous soyons dans la situation de l'Australie géographiquement, cher Yvan, qui est totalement isolée dans l'océan Pacifique. Donc, nous avons des frontières terrestres. Nous avons laissé la Grèce et l'Italie dans une situation dramatique. Nous avons essayé de négocier avec la Turquie pour nous débarrasser de notre responsabilité sur les migrations. Et donc, en fait, on est dans une situation plus grave qu'il y a 3-4 ans, alors qu'à ce moment-là, on aurait pu traiter les choses d'une manière plus unie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut traiter aussi les choses par rapport au territoire. Moi, j'ai travaillé sur les questions migratoires et j'ai vu comment dans des petits villages, des petites villes, on avait peur de l'arrivée des migrants parce qu'ils étaient différents. Ça rejoint ce qu'on se disait sur la question des discriminations. Il faut aussi que l'État français, les agents français, soient capables d'aller parler aux personnes et pas seulement de faire des grands discours et d'expliquer qui on va mettre, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Si on veut accueillir des migrants, et même 50 personnes, ça voudra dire s'adresser aux enseignants, s'adresser aux maires. Et pour le coup, la France accueille des migrants. Vous voyez ce qui se passe en banlieue. Enfin, quand même, regardez, ouvrez les yeux. Vous voyez ce que sont devenus les banlieues dans les ghettos. Vous voyez ce que sont devenus ces contre-sociétés. Vous appelez ce qui est devenu cet échec. Vous appelez migrants des gens qui ont souvent la nationalité française. Oui, bien sûr. Qui ont souvent la nationalité française. On donne encore quelques réactions, on ne pourra pas prolonger le débat. Anti-Mac, Yvan a raison. Macron agit parce qu'il a peur de l'opinion. Au-delà des mers, c'est le pseudo de notre internaute. L'Aquarius n'est que la toute petite pointe de l'iceberg des mafias qui organisent ces émigrations. C'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé ici dans Point de vue. Élan, Macron est coincé. S'il continue, il y a la possibilité que Marion Maréchal passe aux prochaines présidentielles. C'est un pronostic. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur notre sondage, vous l'avez dit en titre. Sondage apparaît demain dans le Figaro. Sondage Odoxa Denso Consulting. Alors vous êtes 3/4 à approuver le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir l'Aquarius. Et vous êtes également près de 60% à estimer que la solution européenne est la bonne, mais elle est majoritairement rejetée par les sympathisants, les Républicains et Rassemblement National, cette solution européenne. On ne fera pas le tour du sujet aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'avoir contribué à faire avancer le débat. Merci beaucoup à tous les quatre et vous avez rendez-vous demain avec Guillaume Roquette pour un nouveau Point de vue.